Donc, malgré tout, comme on avait commencé le texte, et que je ne sais pas si tout le monde est là, même pour ceux qui étaient là, je fais un rappel des choses. Le titre, sur la page 28 du sujet, c'est Chazaka v'kibush v'ketz hamegoulé. Alors, Chazaka v'kibush v'ketz hamegoulé, ça veut dire il y a ici donc sept valeurs qu'on va apprendre. Les Sheva Drachim, on avait commencé, on en a déjà fait 3, c'est la 4e, et le Gaon de Vilna donc dit que au moment du Ketz HaMegoulé, il y a Chazaka et Kibush. Alors je l'explique, on avait vu, et il dit aussi, il fait un jeu de mots sur Chazaka et Chozka. C'est-à-dire que Chazaka, c'est par l'implantation, voilà, par la prise de possession, et Chozka, c'est par la force, de Chozek. Et donc, il traduit dans le titre, Chazaka, c'est prise de possession, et Kibush, conquête. Donc en fait, la question, c'est une question qui s'est posée, comment est-ce qu'on va réussir à récupérer notre pays qui nous appartient et qu'on ne veut pas nous donner gratuitement? Donc en fait, de quelle manière? Et là, le chidouche du Gaon de Vilna qu'on a vu la semaine dernière, donc je vous répète, pour ceux qui étaient là, c'est une répétition, mais c'est Besséder, je pense, c'est que le chidouche du Gaon de Vilna, c'est qu'il y a en fin de compte deux manières de récupérer la terre. L'une, c'est par la conquête, et l'autre, c'est par le travail, par la prise de possession, par l'agriculture et tout. Son chidouche, c'est que en fait, les références sont Yehoshua et Ezra et Nehemia. C'est-à-dire à l'époque de Yehoshua bin Nun, ça s'est fait par la conquête, et à l'époque de Ezra et Nehemia, ça s'est fait par la prise de possession, parce qu'il n'y avait pas non plus les structures politiques qui auraient permis de faire une conquête. Il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de tout ça, et on était en fait soumis à l'empire, tout d'abord l'empire perse, ensuite l'empire grec, ensuite l'empire romain, et ensuite le temple a été détruit, on était exilés. Donc en fait, on n'a pas de référence à l'époque. Si, il y en a. La vérité, c'est qu'à l'époque des Hashmonaïm, il y a eu des guerres de conquête. Mais en tout cas, au début, au moment de Ezra et Nehemia, la prise de possession s'est faite par le travail, c'est-à-dire par le fait d'acheter des terres et de les travailler, l'agriculture et tout. Ah voilà, ça c'est en fait l'idée, c'est que les Hafid Lavo de notre temps, alors ça se fera comme ça, et ça se fera comme ça. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu dire, le Gaon de Vilna aurait très bien pu dire, non, les Hafid Lavo ce sera que comme Yehoshua, ou ce sera que comme Ezra et Nehemia. Et en fin de compte, ce qu'il nous a dit, ce sera comme ça, et ce sera comme ça, c'est-à-dire les deux. Ouais, je m'excuse. Voilà. כולם לכבות טלפונים, כן, איך אומרים, נאה ודורש ונאה מקיים. Voilà. Donc c'est le chidouche qu'il y aura les deux. Non, on a déjà vu la semaine dernière, je pense qu'on est passé relativement vite, mais on a quand même vu l'idée de Chazaka. C'est-à-dire que l'idée de Chazaka, que ce sera par la prise de possession effective, la prise de possession effective, comme c'est marqué dans la Gemara, dans le Talmud Bavli, Maseret Baba Batra, je ne vous donne pas la référence exacte, que quelqu'un, ce qu'on appelle, qui veut avoir Chazaka sur sa terre, c'est-à-dire qui veut acquérir sa terre par Chazaka, alors, Na'al, ou bien il ferme le terrain, ou bien il le cultive. C'est-à-dire que s'il a pris une pioche et qu'il a un peu pioché son terrain, alors il est devenu propriétaire de son terrain. Ça suffit, même s'il n'a pas de... Ça va être vrai aujourd'hui ? Quoi ? Ah bon ? Pourquoi les Arabes, quand ils font ça, ça marche ? Les Arabes, oui, mais... Ouais. On devrait commencer à faire du travail arabe. Dans la conquête de l'Ouest en Amérique, c'était comme ça. Voilà. Les gens, ils mettaient des poteaux et ils allaient au bureau pour se faire appuyer. Voilà, c'est ça la Sion Chazaka. Maintenant, al pi halacha, on dit Karka niknu b'shlosha drachim, bekesef, b'shtar ou b'chazaka. C'est-à-dire que les trois manières pour acquérir une terre, c'est avec de l'argent. Si on a payé, on est propriétaire. Si on a un contrat, même si on n'a pas payé, on est propriétaire. Après, trouver quelqu'un qui donne le contrat sans payer. Ouais. Voilà, ça c'est pour la possession générale de Eretz Israël Nachon. Et la troisième c'est Bechazaka. Alors on parle du fait qu'il n'y a pas de conflit, il y a un accord
que l'autre est d'accord qu'il a vendu, etc. Mais pour que je puisse prendre possession, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, si on veut prendre possession d'un animal ou d'un objet, il faut le soulever, l'animal, il faut le tirer, c'est Reb Kiddushin. Et une terre qu'on ne peut pas ni soulever ni tirer, alors il faut la travailler, c'est ça qu'on appelle la Hazaka. Alors c'est ça l'idée qui est très belle, c'est que au niveau des lois halachiques d'un côté et au niveau de l'histoire, c'est comment est-ce qu'on va prendre possession de notre terre, dans laquelle on a un contrat, mais malgré tout, c'est ça le chidouche, c'est qu'il faut quand même prendre possession, alors c'est par le travail. Alors ça, on avait vu la semaine dernière, il y a encore un point sur lequel je vais insister parce qu'il est très beau et je ne me souviens plus, comme c'était à la fin du cours, combien je me suis étendu dessus, c'est que il dit qu'il y a une question, il y a un principe qui s'appelle le Ketz Hamegoulé. Le Ketz Hamegoulé, c'est, vous voyez, Hazaka Bekibush Beketz Hamegoulé. Ketz Hamegoulé, c'est la fin des temps révélée. Alors c'est quoi? On n'a pas encore vu cette notion parce que c'est quelque chose qu'on verra plus tard, mais il y a ce qu'on appelle le Ketz Hamechoussé, le Ketz Hamegoulé, il y a 4 formules possibles, et la formule que le Grave prône, qui est la meilleure, etc., c'est ce qu'on appelle le Ketz Hamegoulé. Et le Ketz Hamegoulé, l'expression apparaît dans la Gemara de Sanhedrin. Vous avez le texte, je vous avais dit de le garder, mais c'est pas la peine de le sortir. Quand la Gemara dit, ça dit Kret, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire 88, c'est-à-dire que le signe que le temps du Ketz Hamegoulé est arrivé. Maintenant, c'est pas la traduction habituelle. La traduction habituelle, c'est tu n'as pas de signe plus clair que le temps est arrivé que le jour où la terre donne ses fruits généreusement. Chez Neymar, Vatem, Ara Israël, Anfechem Titen, ou Firechem Tissou, la Ram Israël, Kiker vous lavo, c'est comme il est marqué dans Jérémie, et vous, Vatem, Har Israël, montagne d'Israël, Anfechem Titenu, que vos branches portent, ou Firechem Tissou, et qui portent vos fruits, les amis Israël pour mon peuple, Kiker vous lavo, parce que ils vont bientôt arriver ou ils sont en train de rentrer. Alors, quand on étudie ce texte de la Gemara selon la lecture habituelle, on se demande comment on saura que le Ketz est arrivé, et on nous dit le Ketz arrivera, et ce sera clair, flagrant, c'est-à-dire megoulé, quand tu verras que la terre fleurit. Ça c'est la propagande du caca, la bonne, la positive, c'est-à-dire que... Il y a même des gens qui disent... Quoi? Il y a même des gens qui disent Siman Yehuda, Mahane Yehuda. Non, oui, c'est vrai, c'est mamash nifla. Nachon. Ah, il faut aussi Mahane Yosef, du coup, d'après ce qu'on apprend, mais c'est Nachon. C'est Nachon, c'est Yafé Meo. Et donc, je vais d'ailleurs vous dire une halakha extraordinaire, qui déjà, Mahane Yehuda, et une halakha mamash nifla, et c'est que Alpi, mais alors je commence de la fin. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La fin c'est comme ça, c'est quand vous avez un nouveau fruit, il faut faire Shechian, vous savez. Alors est-ce qu'on fait Shechian d'abord ou Boré Priaïs d'abord? Alors qu'est-ce qui fait d'abord Shechian? Qu'est-ce qui fait Boré Priaïs d'abord? Qu'est-ce qui se souvient pas ce qu'il fait? C'est ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Ah voilà, tu fais Boré Priaïs Myriam et Shechian. C'est comme ça que on faisait à Marrakech. C'était non, à Fès. Alors attends, tu vas attendre Rika ne te prononce pas si. Je vais vous dire pourquoi. Non, c'est une marloquette acharonim de savoir est-ce qu'on fait comme ça ou comme ça. C'est-à-dire que, en fait, man de Abad kemar Avid, man de Abad kemar David, c'est-à-dire les deux possibilités sont valables. Maintenant, moi, comment je fais dans l'autre sens. Je fais d'abord Shechian et Brepéet. Et Miti, Mori, Verabi, Arav Moshe Botchko, Bechet, Tzadik, Kadosh, Vivracha. Tu vois, Rivka? Chez moi, c'est écrit. Alors, je vais te dire. Quoi? Sur les... Oui, alors, je vais expliquer pourquoi Rav Moshe disait comme ça. Ouais. Mais... alors, marloquette entre les enfants et les élèves. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Mais tu sais quoi? Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Non, mais l'idée, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, il y a marqué que celui qui voit les fruits au marché, les fruits, c'est ça le lien. Ceux qui voient les fruits au marché, il fait Shechianu. Il n'y a pas marqué celui qui les mange. Il y a celui qui voit les fruits au marché doit faire Shechian. Alors, le Gaon de Vilna est venu et il a dit, même si aujourd'hui la halakha pour tout le monde, c'est que c'est pas quand on les voit, mais quand on les mange,
Mais puisque le chiyuv de la bracha de Shechianu, il a précédé le chiyuv de Boré Priaet, donc on fait d'abord Shechianu et après Boré Priaet. C'est ça, Mipi Mori Rabbi Aramoshi. Donc même si, fils de qui, Tati Hakira. Et ça, je vais vous dire pourquoi c'est à mes yeux, j'oublie pas et je le fais, et je fais attention, parce que la Sheila, elle est comme ça. La deuxième question, tout ça c'est le shir de la qu'on fait maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on a déplacé la bracha de la manière on devrait le faire mi-karadine, c'est-à-dire midina de Gemara, comme c'est marqué dans la Gemara, pourquoi on s'est habitué de le faire quand on mange le fruit. C'est-à-dire, le Gaon de Vilna, lui, il disait non, c'est-à-dire tu fais la bracha quand tu vois les fruits. Parce qu'il disait il faut faire comme la Gemara, mais la halakha n'est pas comme le Gaon de Vilna. La réponse que je vous donne, que je vous propose, c'est comme ça. C'est que quand on était en galoute, c'est-à-dire de voir des nouveaux fruits qui poussent, ça prouve que l'agriculture française marche bien, blienara, Azma lanou. Qu'est-ce que ça nous fait? Par contre, si tu l'as acheté, tu l'amènes chez toi, tu le mets à la table du Shabbat, tu fais une bracha parce que t'es né, c'est une sorte de dire je te remercie à Kadosh Baruch Hu que nous on peut avoir un nouveau fruit. Mais en Eretz Israël, quand tu vas à Machane Yehuda sincèrement et que tu vois un nouveau fruit, même si tu ne manges pas, tu es heureux comme tout. Tu dis, c'est quoi? Baruch Hashem, 90% on est pas, c'est pas comme en France où c'est Made in Côte d'Ivoire. Ici, on a la côte d'Hachem. Ouais. Mais bon, le Fiarov, la vérité, je suis sûr que c'est pour ça que j'ai pris. Quand on voit les fruits dans le Machane Yehuda, on pense que la terre d'Eretz-Israël ne s'est péroté à Be'aïn Yafa. Donc on a cette simcha et on pourrait revenir à la halakha d'origine de faire Shichanu, parce qu'on remercie Akadosh Baruch Hu sur les fruits de la terre d'Eretz Israël et pas sur ce qu'on va. C'est encore plus fort que le fait d'avoir un plaisir personnel de manger un fruit. C'est une vraie bracha. Et donc, c'est pour ça que même si on fait. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Parce que je suis compliqué religieux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends, quand je le vois, je l'achète ou j'en achète un pour pouvoir faire la bracha comme le gras à Machane Yehuda et Shechianu. Et ça, c'est déjà des histoires de rabbin. Mais le ma'aseh, au moins, de faire Shechianu avant. Si vous acceptez cette idée, alors c'est ça le. Donc voilà, c'est pour relier la halakha le maaseh avec l'idée de Anfechem Tissé nous faire Chem Tissou les Am Israël qui diront. Nous, c'est mahlouket. Ah, je suis la période, c'est à fou. Il avait il avait aussi une asmarta du Rambam sur une façon comme ça. Non, je ne sais pas. Alors, pour revenir à notre idée, c'est que donc, l'explication habituelle, c'est que de voir que la terre fleurit, c'est la preuve que le temps est megoulé. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte. On ne sait pas quand c'est, donc il faut voir pour que ce soit megoulé. Mais l'interprétation qui est marquée dans le texte qu'on a vu ici, elle est contraire. C'est-à-dire que on l'a pas encore lu. Je croyais qu'on l'avait déjà lu. Alors on va le lire. Avec Kavanat Rabotenu. Alors on va le lire, Rabbeinu, et ensuite je vais expliquer comment est-ce que ça se passe dans l'autre sens. Avec Kavanat Rabbeinu Tirashua Behazaka, ou Inyan Ket Hamegoulé, Shebedivre Chazal, Sanirin Tzadikret, Megillah Yudzain Ala Pasuk. Donc l'intention de notre maître, Tirashua, vous l'hériterez, Behazaka, comme on dit, par la prise de possession, et le travail, ou Inyan Ket Hamegoulé, c'est ça le Inyan du Ket Hamegoulé, dont on vient de parler, c'est-à-dire de la fin révélée, qui sont dans les paroles de nos sages dans Sanhedrin 88, folio 1, et Megillah 17, et je ferai référence aussi à la Gemara de Megillah 17, je ne l'ai pas photocopié, mais je vais vous raconter ce qu'il y a. Marqué à la Pasuk, sur ce Pasuk, Vatem Are Israël, Anfechem Titenu, ou Ferchem Tissou les Ami Israël, qui vous l'avons, on l'a déjà traduit il y a quelques minutes, Asherzot Aïta Sheifato Animreset, Shel Rabbeinu Agra, c'était l'aspiration, on pourrait dire la plus forte de notre maître le Gras. Alors comment est-ce qu'il a interprété ça? Il l'a interprété dans l'autre sens. Parce qu'il n'a pas dit, allez vous promener dans les montagnes, et regardez, si ça fleurit, alors ça prouve que les enfants d'Israël vont bientôt arriver. Il a dit le contraire. Tu veux que le Ket Hamegoulé arrive, alors il faut y aller, il faut le faire fleurir. Vous avez compris? C'est-à-dire que ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, de nouveau, on a une interprétation presque à la limite galoutie dans le sens passif. C'est-à-dire, attendons de voir le signe et à ce moment-là, je fais mon aliyah. Voilà, c'est ça. C'est nous qui... Voilà.
Quoi? Itaouta de la tata, on est toujours chez la tata. C'est le tonton qui réveille la tata, c'est ça, la Itaouta de la tata. Et donc c'est ça le chidouche de sa lecture à lui. C'est-à-dire de ne pas être dans comment on dit? Dans l'expectatif, mais être dans l'action et de faire les choses soi-même. C'est-à-dire, et donc c'est pour ça que c'est comme ça que, et du coup, le Ketsa Megoulé, c'est pas ce qu'on a l'habitude de dire. C'est pas que le Ketz, la fin des temps, est Megoulé dans le sens où il y a quelque chose qui se révèle qui nous dit que c'est le Ketz. C'est une manière de faire le Ketz qui s'appelle, de faire le temps qui s'appelle la manière Megoulé, c'est-à-dire de la faire, c'est la Géoula qu'on apprend tout le temps ici. On verra ultérieurement pourquoi ça s'appelle le Ketz à Megoulé. C'est-à-dire pourquoi ça s'appelle Megoulé. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est le faire de manière rationnelle. C'est-à-dire que Ketz à Megoulé, on pourrait dire, c'est quand ça vient de manière magique, de manière miraculeuse et tout. Le Ketsa Megoulé, c'est agir de manière, on pourrait dire, tachlès, rationnelle, etc., de manière réelle, tangible et tout. Pour répondre à tous les olim, les parolim de France qui disent bah non, nous, Macha viendra, on viendra. Le cheval blanc, il est pas encore là. Quoi? Voilà, exactement. On attend réellement le Mashiach pour venir. Ouais. Tant qu'il n'est pas là, on n'a pas besoin de venir. Voilà. Là, vraiment, ça contredit. Voilà, exactement. D'accord. Et bon, il a tout à fait. C'est une Bédiouk Nachon. Et à propos de la Gemara de Megillah, la vérité de la Gemara de Megillah n'est pas dedans. Mais malgré tout, vous vous souvenez que la semaine dernière, ou une fois d'avant, on avait vu la bracha de Tishkon Betoch Yerushalayim avec Etsemach David Abdecha. Alors dans la Gemara, elle fait pas mal de couples comme ça. Un de ceux-là, c'est Goël Israël et Barech Alenu. C'est-à-dire la Gemara demande dans Megillah, pourquoi est-ce qu'on dit Goël Israël et ensuite Barech Alenu, ou Barech Alenu et Hashana Azot. Et la Gemara dans Megillah demande pourquoi l'un vient après l'autre. C'est comme ça, d'abord Goël Israël, parce qu'elle dit à cause de ce verset. C'est-à-dire que le moment quand les enfants d'Israël, Goël Israël reviennent, alors la terre va refleurir. C'est-à-dire, vous avez compris. Donc, ça permet aussi d'améliorer notre kavana de tfila, se dire Baruch Hashem Goël Israël. Baruch Hashem, alors du coup, Baruch Alenu, la terre refleurit. Et dans le sens que c'est marqué, c'est le sens du grain. Ça, c'est pas dans le sens d'abord Baruch Alenu, que la terre refleurit, et ensuite Goël Israël. C'est Goël Israël et ensuite Baruch Alenu. Donc, il y a quand même aussi dedans une référence. Et d'ailleurs, tant que ces Juifs n'étaient pas revenus sur la terre, on le sait, enfin tous les grands écrivains, Chateaubriand, Loti, ainsi de suite, disaient que c'était vraiment. C'était un tas d'immondices. D'accord. C'est maman, d'accord. Voilà. Uklal Gadol, Alpi Rabbeinu. C'est ça. Uklal Gadol, Alpi Rabbeinu. Je continue, hein, vous voyez, c'est-à-dire chez Ifaton, il me restait chez Rabbeinu Agra, j'avais souligné, parce qu'il faut quand même faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des choses plus importantes, des choses moins importantes. Pour le Gaon de Vilna, c'est quelque chose d'évident. C'est-à-dire que si tu reviens, aujourd'hui on s'occupe plutôt de champs magnétiques en high-tech que des champs d'agriculture, mais quand même, si on revient, la première chose à faire, et c'était l'instinct naturel des Chaloutim, c'était de faire refleurir la terre. C'est-à-dire, mais de la faire refleurir, comme selon Mitzvah de Rabbeinu, de Sheifato Agra, c'est-à-dire de nous-mêmes de susciter le Ketsa Megoulé. Uklal Gadol Alpi Rabbeinu. Shekol Apeulot Bedarke Atchalta Trichot Liot Bime Ezra Venechemia Kemo Bime Koresh. C'est-à-dire un de ces grands principes, c'est que toutes les actions par les voies de Atchalta, du début, elles doivent être comme à l'époque d'Ezra et Nechemia, comme à l'époque de Cyrus, parce qu'on avait déjà vu qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que dans la mesure où la prophétie nomme Koresh Mashiach, c'est-à-dire Yeshayahu dit sur Koresh qu'il est Kohamar Hashem le Mishichi le Koresh, c'est-à-dire que Cyrus était considéré comme prophète, donc en fin de compte ça veut dire qu'il y a un temps messianique maintenant. Koresh c'était quoi comme prophète? C'est-à-dire c'était le Nitzot, l'étincelle de Mashiach ben Yosef qui se trouve chez les nations quand ils sont là pour nous permettre de revenir. C'est-à-dire c'est quand, comme on avait déjà parlé, quand le 29 novembre 1947, Kaftet ben Novembre, ou au moment de la déclaration Balfour, on peut dire ceux qui ont suscité ça au niveau des Goïms ont rempli le rôle messianique qu'on attendait de eux, et dans la référence historique, c'était Cyrus. Mais ça, c'est l'acteur non juif. Le Mashiach
de l'extérieur. À l'intérieur, c'était Ezra ben Nehemia. On le verra après, qui disait aussi sur Ezra ben Nehemia qu'ils étaient du shoresh, de la racine de Mashiach ben Yosef eux-mêmes, donc on s'inspire de leur action. Le Rabbeinu, je continue, Kotev Mefurash, Shekibutz Galuyot, Talui Bischut Kiyum, Amitzvot Atluyot Ba'aret. C'est-à-dire qu'il dit que le Kibbutz Galuyot, la réussite du rassemblement des exilés, dépend du mérite du Kiyum Amitzvot Atluyot Ba'aret. Alors là, on voit qu'on rentre dans l'aspect plus religieux des choses. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on parlait du KKL, c'est-à-dire de planter. Seulement, il ne faut pas se planter. Si on plante des choses, c'est les plantations, et à ce moment-là, il faut aussi faire mitzvot liyot ba'aretz. C'est là qu'on rentre un peu, par exemple, dans une discussion qu'il y avait l'année dernière à propos de la Shemitah. C'est-à-dire que le Rav Kook a dit, si on ne peut pas faire les mitzvot parce qu'on plante, il vaut mieux planter et ne pas faire, que de ne pas planter et d'attendre qu'on puisse faire les mitzvot. Vous vous souvenez, on avait déjà parlé, tout le monde connaît c'est-à-dire que il a donné une achra'a, c'est-à-dire il a une décision, il a tranché sur la question qui n'est pas tranchée dans le Gaon de Vilna. C'est-à-dire pour lui, pour le Gaon de Vilna, cette razaka, c'est pas seulement de planter des arbres ou de faire l'agriculture, mais c'est de pouvoir aussi être mechadesh, renouveler toutes les mitzvot qui sont kliyot baret. C'est ça qui amène le plus grand mérite, c'est-à-dire une chaklaout israélienne, donc l'agriculture israélienne, qui est faite alpi halacha, selon la halacha. C'est-à-dire, voilà. Donc ça c'est une chose qu'il faut toujours dire, c'est-à-dire que quand on est dans le sionisme, on est quand même dans un sionisme qui a une aspiration ou une définition qui est religieuse des choses. C'est un sionisme religieux. C'est-à-dire il faut cultiver, mais n'oublie pas de faire trumot ou ma'asrot. Ce qu'il faut dire, Bessar Hakol, c'est que Baruch Hashem, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le seul problème, c'est la Shemitah. Tout le reste, quand vous achetez des fruits au supermarché ou à Mahane Yehuda ou n'importe où, c'est-à-dire la Rabbanout, elle s'occupe qu'il y ait Trumot ou Maasrot et Orla, etc. C'est-à-dire, comme vous savez, que ce soit des kibbutzim, la Shomer HaTzaïr ou des kibbutzim, de kibbutz Hadati, à mitzvot, atluyot bares d'Afka, c'est des choses qui sont respectées de manière tout à fait satisfaisante au niveau de la halakha. Quoi ? Et connu, ouais. Donc, Baruch Hashem, c'est-à-dire que nous, on le sait, Trumot, Maasrot et tout, mais c'est pas tellement le problème du consommateur. D'ailleurs, dans la halakha, Mina Torah, l'obligation est sur l'agriculteur. Midrabanan, l'obligation est sur le consommateur. Mais c'est pas des. Nous, on a toujours l'habitude, c'est les déformations de l'étranger, de nouveau la même chose, que les problèmes de halakha, c'est le problème du consommateur. Mais quand on parle des mitzvot atliyot ba'aretz, c'est des mitzvot des agriculteurs, de ceux qui font pousser les choses. Et de ce point de vue-là, Baruch Hashem, les choses ils sont comme il faut. Et même au niveau de la Shemitah, le Heter Mechira, c'est pas qu'on a transgressé la Shemitah, c'est qu'on s'est basé sur une solution halachique qui permet aux agriculteurs juifs de travailler pendant l'année de Shemitah. Mais c'est basé, c'est une halakha, c'est-à-dire que c'est un psak halakha des grands rabbanim, de Rav Kook et de tous les rabbanim sfaradim historiques en Eretz Israël. Donc on peut dire que de manière générale, totale, mitzvot atluyot baretz aujourd'hui sont faites. Et il y a 200 ans, il n'y avait pas, on ne le faisait pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'agriculture juive, exactement. Et aujourd'hui, ce que disait Myriam, Baruch Hashem, on exporte plus que ce qu'on importe. C'est-à-dire qu'au contraire, on a des surplus qu'on n'a quoi faire. C'est-à-dire qu'il y a la bracha et il y a aussi le srout des mitzvot atluyot baretz. Mais je pense aussi, le Rav Kook en parle, si déjà on fait c'est pas une digression, je n'avais pas pensé le dire, mais c'est très important. Le Rav Kook, il en parle, il parle du fait que quand on connaît les halachot, des fois on est un petit peu, je dirais, je sais pas quel mot attristé, on est un petit peu embêté, qu'on ne peut pas les faire complètement. Je vous donne l'exemple. Normalement, si on prend Maaser Rishon, on devrait le donner au Lévi. Quand on prend la Trouma, on devrait le donner au Kohen, et le Kohen devrait le manger Betahara, en situation de pureté, etc. Maaser Ani, de le donner aux pauvres. Maaser Sheni, on devrait monter à Yerushalayim, dans Yerushalayim à Koir, c'est-à-dire celle qui a été sanctifiée, et le manger nous-mêmes avec notre famille, Bikidusha ou Tahara, c'est le faire, il y a plein de places là-bas. Et donc c'est comme ça normalement qu'on devrait. Et ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, comme vous savez, les Trumot ou Maasrot, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, on prend un petit morceau, on le met dans 2 sakiotes, ça c'est la trouma, machin. Là, on dit blablabla, bla, 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 on est censé le comprendre. Si vous voulez un jour, je vous l'expliquerai. Pourquoi tu dis ça? C'est vrai, on dit une phrase, Rinat Israël, juste avant le Birkat Amazon, il y a marqué, c'est chez Rivka. Et il y a marqué exactement comment on dit. C'est mieux de comprendre ce qu'on dit, de comprendre ce qu'on fait, mais en fin de compte, on le fait relativement symboliquement. On dit pas tout, on fait pas les choses
de manière vraiment vraie. C'est du plus symbolique, c'est-à-dire. Et donc, dit le Rav Kook, on pourrait avoir tendance à se dire, bon, mais si c'est comme ça, pourquoi est-ce que je le fais, à quoi ça sert, etc. Et le Rav Kook parle beaucoup de ça, que c'est exactement ce qu'on est en train d'apprendre ici, c'est qu'on crée des kélim. C'est-à-dire créer des kélim, c'est-à-dire que tu crées un réceptacle de la bracha de Akadosh Baruch Hu, et plus tu fais de kélim, plus il y a de bracha dedans, et plus il y a de bracha, plus le kli il a grandi, et donc du coup il y a plus encore de bracha. Donc il ne faut pas se désoler, voilà c'est le mot, des fois de faire les choses pas de manière parfaite. C'est-à-dire de toute façon notre judaïsme n'est pas complètement restauré, mais c'est déjà extraordinaire, et je suis sûr que vous vous en rendez compte, le fait que au moins on est dedans, c'est-à-dire on se demande, ou on le fait soi-même, ou l'année dernière on a vécu la Shemitah, que même cette année encore, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est vraiment, qui fait partie de notre vécu, et nous, en tant que Olim, on sait, on n'est pas du tout désolé, au contraire, on est très olé. Et nous qui avons vécu là-bas, en tout cas, on a un sentiment au contraire de joie de savoir que notre Torah, elle est un peu plus large que celle qu'on avait en Galout, et qu'on a aussi les mitzvot qui sont Kluyot Ba'aretz, c'est-à-dire c'est le grand rajout qu'on a, c'est toutes ces mitzvot qui dépendent du pays. On ne peut pas prendre stam, un fruit de l'arbre, on est obligé, pour tous ceux qui ont un arbre dans leur jardin, il faut attendre les 3 ans de hors-là, etc. Et si on ne le fait pas, on est hors la loi, ouais, d'accord, et voilà. Et toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est meot chashuv, et de ce point de vue-là, aussi, c'est un peu l'enseignement de Rav Kook qui nous dit, lo lezalzel, c'est-à-dire que si on peut faire mieux, alors il faut faire mieux. Parce que de nouveau, il faut faire des kélim qui sont plus grands. Par exemple, de manger des fruits de Gdushat Shvit, tu as le choix, il y a un qui est Gdushat Shvit, comment ça s'appelle ça, au Tarbedin, et l'autre qui est pas. Par exemple, maintenant ils vendent des jus de raisin et des vins, ils vont bientôt vendre du vin qui est au Tarbedin. Si on peut l'acheter, c'est moins cher, mais même si c'est plus cher, pas trop plus cher, mais si c'est un prix abordable, c'est très bien de le faire. Quoi? Du vin qui a la Gdushat Shvit. C'est du vin qui a à l'intérieur de lui, des fruits, qui à l'intérieur de eux, ils ont la sainteté de la terre d'Israël. C'est-à-dire que quand vous mangez un fruit comme ça, vous mangez de la Kedushat Eretz Israël. Non, c'est pas le même. C'est celui qui a poussé pendant l'année Shemitah. Voilà, c'est-à-dire que tous les autres, c'est du vin d'Eretz Israël, mais ils n'ont pas la Kedushat Shvit. C'est comme la Dafina de Shabbat, la Kedushat Shabbat. C'est-à-dire même si on la mange mercredi après-midi. Et c'est-à-dire c'est la Kedusha de cette année-là, Shabbat Kodesh et Shana Kodesh la Hashem, c'est marqué me fourra. On nous a facilité la tâche de Kedushat Shvit, parce qu'avant je ne faisais pas, il fallait faire pourrir les machins, etc. Ouais. Et maintenant on a fait un cours, on dit qu'il faut le mettre dans 2 sacs. Voilà, d'accord. Bien isolé dans 2 sacs de plastique, deux avant de faire poubelle. Voilà, c'est tout. Ça c'est ce qu'on appelle le sac du sac. Vous n'avez jamais entendu parler? Non, sac. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le sac de Ramon de Chaliaou. Il faut le dire, c'est le chidouche de Ramon de Chaliaou. C'est lui qui l'a dit. Et en fait, il faut se souvenir que dans le temps, il n'y avait pas autant de sacs en plastique. Aujourd'hui, c'est tellement facile, on ne sait même plus quoi en faire. Donc, quoi? Ils vont disparaître. Alors, il faudra garder un stock pour l'année de Shemitah. Voilà. Mais, quoi? Ouais. On a mis une poubelle spéciale qui s'appelle compost. Ouais. Et les gens mettaient sans le plastique. Ah, c'est encore, il y a plein, c'est une solution, c'est une très bonne solution aussi. Mais en tout cas, c'est possible de faire, et il faut de nouveau se dire qu'il y a une ma'ala, il y a une valeur, et d'après ce qu'on a appris ici, c'était ça la Sheifa Nimretzet chez le Rabbeinu Agra, c'est-à-dire nous on n'est pas forcément agriculteurs, mais le fait d'insister, ou de nouveau je vais donner aussi une halakha, c'est que quand on fait Trumot U'Maasrot Vadaï, c'est-à-dire quelqu'un qui a un arbre à lui, une vigne, un arbre comme nous, au Hachem, les feuilles ou nous, c'est quand on a des arbres, à ce moment-là, et qu'on fait Trumot U'Maasrot de manière, pas comme quand on achète un Machanuda et qu'il n'y a pas de Touda, donc fait Misafek, sans bracha, etc. Je parle qu'on fait avec bracha parce qu'on sait, en plus on est nous-mêmes l'agriculteur, et c'est vrai, la vraie mitzvah. Alors on ne peut pas donner au Kohen, ça il faut le mettre dans le coup des 2 sacs, mais on peut donner au Lévi ou à un Kohen. Un Kohen, c'est un Lévi. Quoi? Un Kohen, c'est un Lévi. Donc on peut donner à un Kohen ou à un Lévi
le maaser. Ah voilà, aussi. Et c'est chol. Ah ben voilà, exactement. Et c'est chol, c'est-à-dire choulin, c'est-à-dire ils peuvent le manger, ils peuvent en donner à tout le monde, c'est pas du tout le problème. La trouma c'est très compliqué. Il faut être mamash kadosh taor, donc on ne peut pas le faire aujourd'hui. Mais ça, c'est choulin, c'est-à-dire que c'est comme un impôt, c'est-à-dire on leur donne un impôt de zakat, donc ils peuvent le prendre. Et pour anihim kol sheken, c'est-à-dire dans la 3e année où on donne aux anihim, c'est très bien de chercher des anihim et de leur donner. Et si on a peur que ça pourrisse, on peut le transférer sur l'argent et le donner aux anihim. Donc tout ça pour dire qu'il y a une ma'ala qui est marquée ici dans ce texte, non seulement d'être heureux de pouvoir accomplir les mitzvot asliyot ba'aretz quand on revient ici, que ce soit au niveau des agriculteurs ou au niveau des consommateurs ou de ceux qui ont des armes chez eux à la maison. Mais en plus, si on peut chercher à le faire encore mieux, alors vous me direz non, c'est des chumrot, c'est pas des chumrot, c'est ptichat kelim, c'est ouvrir de nouveau aussi le shefa. Je ne sais pas si vous savez, mais que le problème, c'est-à-dire que la trouma, c'est un tout petit peu plus qu'1%. Alors quand on a 100 citrons, ça fait 1 citron. C'est-à-dire, mais par contre, quand on est agriculteur et qu'on a 1000 tonnes d'une récolte, d'accord, un peu plus qu'1%, ça fait un peu plus qu'1 tonne. Alors on ne peut pas le mettre dans un sac en plastique double et le mettre à la poubelle, il y a un problème. On disait en français, il y a un blême. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous savez ce qu'on fait ou non? Je vais vous raconter l'histoire, l'anecdote de Nora Nechmad. En tout cas à Jérusalem, comment ça se passe? On a le droit de la trouma qui est tméa, c'est-à-dire qui est rendue impure, on doit le donner à un Kohen à manger. Mais comme le Kohen, la trouma impure, il ne veut pas la manger parce que lui est impur, il a le droit de le donner à manger à ses animaux. C'est-à-dire qu'il peut donner la trouma tméa à manger aux animaux d'un Kohen. Alors vous savez ce qu'on fait? Tous les animaux du zoo de Jérusalem, ils appartiennent à un Kohen. On lui a vendu les animaux, et du coup, il faut savoir que les animaux du zoo du Gan Atanachi, c'est des animaux tzadikim, kdoshim, torim, puisqu'ils mangent la trouma. Ouais, oui, bien sûr, la France. Voilà. Oui, c'est pas une blague, c'est vrai. C'est vrai, c'est nachon. Voilà. Alors, ne vous avisez pas d'essayer de faucher la salade de la girafe du Gan à Tanafi. Parce que c'est de la salade trouma. D'accord, voilà. Donc, on continue sur Mitzvot Asliyot Ba'aretz. Kibutz Gaïot, salut Bisrout, qui est Mitzvot Asliyot Ba'aretz. Va Kavana Shnia. Alors là, on a fini sur le sujet de Hazaka, on l'a expliqué. Maintenant, Kavana Shnia, Tirashua Bechoska. C'est-à-dire que vous devez, c'est 4 lignes avant la fin. La deuxième intention, c'est-à-dire, c'est bon tout le monde là? Va Kavana Shnia, Tirashua Bechoska. C'est-à-dire, vous devez prendre possession, Tirashua, c'est hérité. Mais comme vous savez, d'accord, c'est-à-dire la terre promise, comme disait Manitou, c'est pas la terre promise, genre promise la rapide lavo, mais c'est la terre donnée parce qu'on l'hérite. Mais comme vous avez dit, on a un contrat. Mais seulement malgré tout, la Torah nous a, et c'est ça aussi le chidouche du Gaon de Vilna, c'est-à-dire que bien qu'on ait un contrat, on est obligé de faire un effort de possession. On ne peut pas venir, de toute façon on pourrait, mais ça ne marche pas, d'accord, de montrer le contrat aux Arabes environnants en disant voilà, on a un shtar, ils vont nous dire arrête ton shtar, d'accord, et donc, la kavana shnia tirashua bechoska, et ça c'est un chidouche, c'est-à-dire que, regardez la force du chidouche, non seulement il ne faut pas attendre que ce soit le Messie qui nous l'amène, non seulement c'est nous qui devons le faire, mais pas seulement de manière pacifique, c'est-à-dire en achetant, ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire on a racheté le Emek Israël, et après on l'a séché, on paye, et ensuite on travaille, mais Bechoska, c'est-à-dire que le Gaon de Vilna, c'est un fanatique d'Achon, puisqu'il nous dit, attends-toi à ce que pour réussir le Kibbutz Galouyot, il va falloir se battre, il faut faire des guerres. Et ça c'est un chidouche. Bon, pour nous c'est pas un chidouche au niveau de la réalité, on le sait, on l'a vécu, ou on le vit tous les jours. Mais vous savez très bien qu'il y a des gens qui disent, par exemple, genre l'argument, mais si c'était le temps de la Géoula que Hachem nous le donnerait, alors Hachem ilachem lachem, vatem taharishun, c'est-à-dire que Dieu il va faire les guerres pour vous, et si on était tzadikim, on n'aurait pas du tout besoin de faire les guerres, je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, parce que David Amelech il faisait des guerres, mais en tout cas, c'est les guerres chassidim qui disent comme ça, non c'est pas, qui disent à la guerre comme à la guerre, et en fait ils se gourrent. Ils se gourrent. Ouais. Ouais. Voilà, c'est le Baal Shem Tov qui dit comme ça. Hashem ilachem lachem, vatem tacharishun. Si vous
vous labourez, alors Hachem Ilachem Lachem, Dieu vous donnera votre pain. Ilachem Lachem. Donc, la Kavana Shnia, Tirashua Bechoska, vous devez le conquérir, la réchette. Dans la Torah, c'est pas seulement hériter, mais c'est aussi conquérir. Hein, c'est ça. Le sens, c'est conquérir Bechoska par la force, chez Rabbeinu, Achet Bekamat Kidila'il. C'est-à-dire le Chet, il est Kmutza Bechoska, d'accord? C'est Kamat Katan, c'est-à-dire Bechoska. Le man de Amar, Alpi Pasuk, selon ce qui est marqué dans le Pasuk, Ushvu Be'arechem, Asher Tefastem. C'est-à-dire que vous devez vous installer dans les villes que vous avez pris. Ouais, l'itfos, c'est attraper, c'est dans le sens de Tfisa, c'est de conquérir. Donc, il amène la Gemara de Kiddushin qui amène ce passouk qui dit clairement que s'il faut, il faut. Vetachlit, alors je vais m'arrêter ici, je vais faire une toute petite parenthèse et après on va lire la suite. La petite parenthèse, peut-être que j'ai déjà dit la semaine dernière, mais juste à la fin, donc je le reprends. Aussi pour ceux qui n'étaient pas là, d'accord? C'est que ce que je trouve extraordinaire, c'est toujours, comme vous voyez, c'est la comparaison entre la lecture de l'histoire et ce qui est marqué dans le Gaon de Vilna. Et derech Hagav, le problème n'est pas résolu. C'est quoi? C'était la machloket entre le baron de Rothschild et entre Théodore Herzl. C'est-à-dire qu'ils avaient une machloket. Je l'ai dit la semaine dernière, mais je le répète. Non? Je ne l'ai pas dit. Ah ben, j'ai gardé pour cette semaine. Voilà. Donc, il y a... Non, pas. Alors donc, le baron de Rothschild disait que les frontières du futur État d'Israël, c'était le baron de Rothschild, vous savez, Edmond de Rothschild, un Odi Vayadoua, comment ça s'appelle, là où il est enterré, à Zichron Yaakov, ouais. Donc le baron de Rothschild, c'était Edmond, oui, ouais, Edmond de Rothschild, et sa femme qui était aussi une tzadéka d'ailleurs, et eux ont financé, comme vous savez, énormément en Israël. Oui, à Cheshbon à Baron, et le baron de Rothschild disait, la frontière passera là où les yishuvim et les champs passeront. C'est-à-dire que c'est pas la peine de s'occuper de politique, d'aller parler avec les rois, etc. L'auteur ce qui est important, c'est de travailler la terre. Donc en fait, Chita du baron de Rothschild, il croyait qu'il avait inventé, c'était la Chita de qui? Oui, mais laquelle des deux? Ezra Nehemia ou Yehoshua? Ezra et Nehemia. C'est-à-dire que lui, il était possèque à Machria, Bechazaka. Et qu'est-ce qu'il disait Herzl? Il disait non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire quelque chose de global, c'est-à-dire de faire une action globale comme de politique, d'aller parler avec le Kaiser Willem Hacheni, ou bien les Ottomans, mais c'est pas la peine, ils mentent toujours, Ottomans. Quoi? Ah voilà, Zebedika-Nukuda. C'est-à-dire qu'en fait, pour les gens qui écrivent l'histoire, vous verrez dans les livres d'histoire, il y en a qui écrivent que le baron avait raison, parce qu'en effet, en gros, les frontières de 48, elles ont été selon Shitat HaBaron. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des exceptions comme comment ça s'appelle, au nord de Jérusalem, Atarot. Atarot, c'était un yishuv juif, ou Gush Etzion, qui sont ou bien dans le Golan, qui sont tombés, ou de l'autre côté du Jourdain un tout petit peu, qui sont tombés aux mains des Arabes, mais en gros, à 99%, c'est quand même les yishuvim qui ont fixé les frontières de l'État d'Israël en 1948, donc le baron avait raison. Mais en 67, qui est-ce qui a fixé les frontières? Choska. Ouais. Oui, Choska. C'est-à-dire que c'est par la conquête que ça a été fixé. C'est-à-dire en 67, la halakha a été fixée comme Yehoshua ben Nun. C'est-à-dire qu'en 48, on était encore au niveau qui est un niveau plus faible. C'est-à-dire d'un côté, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impact, la puissance qui permet de faire de Choska, et donc c'est de la Chazaka puisque c'est l'époque de Ezra ben Nehemia. Et en 67, on a avancé de niveau, et on est arrivé au niveau de Choska. Donc la halakha, Elou ve'Elou, Divrei Elokim Chaim, les deux choses sont... Quoi? Involontairement de notre point de vue, mais au niveau de la Kadosh Baruch Hu, c'était volontaire. Quoi? Non? Oui. Qui va tout à fait dans le sens de oui. Pourquoi le Negev a été intégré dans les frontières de 48? Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'habitants. Oui. En fait, il y avait quelques yishuvim, quelques kibbutzim, dont le kibbutz Révivim. Et une commission de l'ONU est venue pour voir sur le terrain comment faire le découpage. Ils sont allés à Révivim et ils ont vu des plantations de glaïeuls. Oui. Le responsable de la commission a dit mais c'est des glaïeuls que les juifs ont plantés le jour même, donc
c'est simplement pour nous faire croire qu'ils ont planté quelque chose, et on le voit sur une photo en train de tirer, et en fait, effectivement, c'est pas simple, il y avait de vraies racines. Et il a dit, dans ce que tu dis, puisque les Juifs sont capables de refleurir le désert, on va leur donner le Negev dans les frontières de 48. Là, extraordinaire, merci pour l'histoire. Je crois que le baron avait acheté aussi des terrains sur le plateau du Golan, entre le Golan et Damas. Oui, de l'autre côté, c'est encore du côté syrien pour l'instant. Oui, les Aïsata. De la Tata et de l'air Aïsata. En jardin, Nachon, voilà, il y a fait. Et il y a ce qu'on appelle le Horan, là où vous parlez. Nachon. Et c'est bon, mais ça va s'arranger petit à petit, ce genre de problème. Et Kima. Et mais en tout cas, c'est extraordinaire, parce que ça montre d'ailleurs que c'était vraiment le temps de la Hoska. On a fait des guerres, mais les guerres, ils ont confirmé en 48 le Inyan de la Hoska. Et si vous demandez aujourd'hui, d'accord, vous prenez le gouvernement, vous prenez à droite, vous prenez à gauche et vous prenez les mitnachalim, d'accord, ben, chacun a une autre opinion. C'est-à-dire que l'opinion qui parle de politique, d'accord, etc., et que tout s'arrange de cette manière-là, c'est l'opinion de la conquête. Parce que conquérir par la diplomatie ou conquérir par la guerre, c'est toujours la tfissa. D'accord, c'est pas la prise de position réelle des choses. Et qui était la chita de Herzl, comme on a dit. C'est-à-dire que lui, il était comme ça. Et aujourd'hui, en tout cas, je veux dire au niveau de Yehuda Veshomron, il y a un petit peu un changement. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, en fait on peut dire jusqu'à l'époque de Gush Katif, on croyait Mordecus éclairé fermement que c'est là où il y aurait un Yishuv que la frontière passera. Aujourd'hui, malheureusement, on s'est rendu compte que la frontière, on peut détruire des Yishuvim, donc la frontière ne passe pas forcément, et on se rend compte que dans Yehuda Veshomron, on s'occupe plus d'approche juridique, d'approche d'opinion, etc. Et comme notre Gavim, par exemple, etc. Parce qu'on comprend, et en fait c'est ça qu'il faudrait dire à tout le monde, qu'il n'y a pas de achra'a, il n'y a pas de départage entre les deux. C'est-à-dire si on devrait dire à tout le monde, c'est-à-dire que ce soit, j'imagine qu'il y en a qui le savent, qu'il faut ça et il faut ça. Il faut les deux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, en fin de compte, laquelle des deux choses sera déterminante au moment où ça devrait être déterminant. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper de Chazaka, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'avant l'État d'Israël, la question se posait de manière globale. Aujourd'hui, elle se pose justement sur les shtachim qui sont controversés au niveau politique. Et en fin de compte, il faut s'occuper de ça, et il faut s'occuper de ça. C'est-à-dire, voilà, donc... Aujourd'hui, c'est toute la démographie qui joue, le fait de travailler même la terre. Il y aura dans le Shomron 1 million de juifs. Oui, mais on a bien vu que les choses. Par exemple, tu peux aujourd'hui, je peux donner un autre exemple de discussion. C'est le fait qu'on achète dans la vieille ville, du côté pas juif ou à Ir David ou au Shiloach, on paye des millions de dollars pour acheter des maisons, parce que ça c'est la tfissa de Chazaka, d'accord. Mais quelqu'un pourrait dire c'est pas la peine, il vaudrait mieux attendre l'occasion de tout prendre, etc. Et c'est pas deux maisons qui vont changer la situation. Alors, la chita de Ezra et Nehemia, et qui marche en général, c'est que même deux maisons, ça peut tout changer. C'est-à-dire, donc c'est la politique du pas à pas, et qui demande un investissement énorme, comme vous le savez. Ouais. On peut être empirique, disons chaque fois, on dit encore un dunam, encore 1 centimètre, 3 centimètres, enfin bref, on avait en fait quelques kilomètres, et c'était la politique pendant... Oui, mais c'est ça que je dis, tout à fait. Mais des fois, en fin de compte, pour Yehuda Veshomron, de nouveau, ça n'a pas marché comme ça. Ben voilà, c'est pas forcément. Il faut aussi la Choska, etc. D'accord ? Il ne faut pas avoir peur de parler de Chazaka et pas avoir peur de parler de Choska, c'est-à-dire des deux choses, parce que les choses sont importantes. Alors donc on va continuer. Ça c'était ce que je voulais dire encore une deuxième remarque, c'est que d'une certaine manière, ce développement en plus, c'est le développement du Rav Kook dans le Mahalach Haïdeot V'Yisrael Uvaomot. C'est un texte très important du Rav Kook qui se trouve dans Rotatria, qui s'appelle le Mahalach, le développement des idées en Israël et dans les nations. Et c'est un texte qui a été traduit et commenté par Beno Gross. Je ne sais pas comment s'appelle le livre, c'est un des derniers livres qu'il a sorti il y a 2 ou 3 ans. Je ne sais pas, c'est un autre titre. Mais en tout cas, si vous le connaissez, c'est la traduction et commentaire sur ce texte du Rav Kook, le Mahalach Haïdeot V'Yisrael Uvaomot. Et dans le Mahalach Haïdeot V'Yisrael Uvaomot, il développe le fait
pour utiliser notre langage, que le Beit Rishon, le temps du premier temps, c'est plus un temps de Hitaruta de l'Eila. Et le temps du deuxième temps, c'est plus un temps de Hitaruta de l'Etata. C'est-à-dire que, de manière générale, il parle de ça au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'au premier temple, il y avait la shrine, la présence de Dieu. Il dit que, par contre, l'individu n'adhérait pas tellement. C'est-à-dire on était idolâtre et tout, mais il y avait une présence, un éclairage d'en haut, sans avoir une réponse d'en bas. Et il dit, dans le deuxième temple, il y a Esther Panim, donc au contraire, il n'y a plus de shrina, c'est-à-dire d'un éclairage d'en haut, et du coup, il y a le réveil d'en bas. Il parle au niveau spirituel. Mais c'est intéressant de remarquer que ces choses, ces idées qui sont au niveau spirituel, de la dialectique entre la parole de Dieu et la parole de l'homme, le réveil d'en bas au niveau rouchani, au niveau spirituel, d'accord? Torah Shebichtav, Torah Shebe'alpeh, par exemple, le Rav Kook dit aussi dans Rota Torah, etc. Cette dialectique que quand Dieu nous parle, nous on l'écoute pas, et quand il arrête de parler, on commence à lui courir après, c'est-à-dire c'est la dialectique de Shir HaShirim, c'est-à-dire de manière générale, elle s'applique aussi à la question qu'on vient de voir ici. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, la conquête, c'est plus de la Hitaruta de l'Eila, vous comprenez? C'est-à-dire que de l'Eila. Ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est national, qui est fait de manière violente, brutale, immédiate, sans une prise de possession effective. C'est-à-dire, on peut, comme on a eu en 67, en 5 minutes, conquérir tous les terrains. Ensuite, c'est ça le problème, c'est qu'on l'a eu tellement vite au niveau de la Choska qu'on ne sait plus quoi faire au niveau de la Chazaka. Vous voyez que tout ça, c'est un problème. Ce que tu as dit, on ne le voulait pas, mais c'est exactement ça. On ne voulait pas faire Chazaka, et Akashru nous l'a donné Bechoska, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore si on va faire Chazaka sur ce qu'on a Bechoska. Mais Besofo Shelavar, c'est aussi la différence entre la guerre de 48 et la guerre de 67, et Beofen Amok, c'est la différence entre Beit Rishon, et que puisque la Hanaga, c'était la Hanaga de la Shrina, de la prophétie, alors la manière de prendre la terre, c'était celle de Yoshua Binoun, qui est la manière de le prendre par les guerres. Et puisqu'au moment de Beit Sheni, c'était la Hanaga Elokit, qui est de Esther Panim, donc la voile effacée, et que c'est à nous de faire le travail au niveau Rouhani, et vous vous souvenez que c'est ça l'identité de Ezra, qui lui a inauguré toute la Torah Shebe'alpeh, Ezra Sofer, et à ce moment-là, automatiquement au niveau politique, et au niveau de conquête de la terre, on va avoir l'équivalence au niveau de cette manière, c'est qu'il va falloir, de même qu'il faut, pour s'approcher de Dieu, il faut étudier des textes sérieusement, etc. On n'attend pas que le prophète vienne nous faire une révélation infuse, mais il faut faire le travail d'en bas, de Amal chez Batora, faire de l'étude, d'une Sugia de Gemara, d'un texte de Chumash, ou d'un texte du Kolator, etc. Et alors, de même, quand on doit conquérir la terre, on pourrait dire que Ezra et Néhémie savaient que ça ne pourrait pas se passer autrement. C'est-à-dire ce que tu disais, Arié, Dunampo, Dunan Sham, d'accord? C'est-à-dire, Espo et Sham, c'est-à-dire que ça se fera par encore un petit Dunam à droite, un petit Dunam à gauche, et que, donc, du coup, je finis l'explication, pourquoi, comment le Gaon de Vina savait que de notre temps, alors il faut les deux? Parce que notre Géoula, elle est dans quoi? Voilà, les deux à la fois. Dans la synthèse entre la Hitaruta de la Ela, Hitaruta de l'Itata, Mashiach ben Youssef, Mashiach ben David, on revient toujours à la même chose. Donc il y a Haska et Choska. Voilà. Quand il y a eu la 67, tout le monde entier savait, on avait la sensation inexplicable que ça venait d'en haut. Et même les Arabes. Ouais. Mais après, quand le gouvernement a décidé de garder le cadastre jordanien, et jusqu'à maintenant, la haute cour de justice israélienne, elle se base toujours sur le cadastre jordanien pour décider si ces terres-là, on peut l'habiter ou pas l'habiter. Et c'est ça le gros problème. En bas, il n'y a pas eu la réponse. Voilà, il y a fait Bédiou. Alors au niveau profond, on se rend compte que ceux qui habitent dans Yehuda et Shomron, ils sont plus de cette essence du Hitaruta de l'Ela, d'être capable de le voir et tout. C'est-à-dire que c'est pas le sionisme de 48, c'est le sionisme de 67, c'est quelque chose d'autre. Et donc on voit, et qu'au niveau gouvernement, au niveau du Klal, Israël qui est en Israël, il n'y a pas la Kabbalah, il n'y a pas on n'a pas été capable de faire. Il y a fait Meod. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est catastrophal. Alors donc, on continue. Alors on a fini d'expliquer deux choses. J'ai dit où est-ce qu'on en est. On a expliqué en même temps la notion de Hazaka, et en même temps on a expliqué le lien profond
entre des choses, en même temps par le Rav Kook et en même temps par la marloquette entre Herzl et entre le baron de Rothschild. C'est-à-dire au niveau politique historique et au niveau spirituel, on a les deux choses. Maintenant, on va passer à la Choska, c'est le développement de la Choska, et je lis donc l'avant-dernière ligne. Vetachlit avodatenu, bekibbutz galuyot, hi milchama la'Hashem ba'amalek. Shezot haïta tafkido haïkari shel Yoshua, beturia de Mashiach ben Yosef, milchama. Alors ça, c'est le nouveau papier que vous avez reçu aujourd'hui. On passe à la ligne, page 30. Vous l'avez? Milchama ba'amalek, mikol ha'bechinot, neged kol oive Israël, veneged arminus, sar ha'erev rav, להעביר רוח חתומה מן הארץ ולהעלות כנסת ישראל ושכינתה תתה מעפרה ופתיחת המערכה נגד מלחמת גוג ומגוג בגאולה הראשונה לקראת בו מאשר תתקנו מאשר בן דוד במהרה בימינו. D'accord. Alors, pour résumer, là, le Gaon de Vilna, il nous donne un programme de guerre, c'est-à-dire, ce qu'on a intégré, c'est qu'il faut faire aussi la guerre. Il faut prendre par la force. Mais contre qui on doit se battre? Alors, tout le monde dirait contre les Arabes, puisque c'est eux qui se battent contre nous et qui nous empêchent de conquérir. La conquête de la terre, c'est cette milchama. Mais en fait, ce qui est marqué dans cette phrase, c'est qu'il y a trois guerres. Il y a la guerre contre Amalek, il y a la guerre préparative de Gog ou Magog, qui est celle qui est en principe celle de David Amelech, mais il sous-entend un chidouche très important, qu'il est possible qu'il y ait déjà des premiers combats de cette guerre qu'on appelle Gog ou Magog, qui vont être à l'époque de Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire tout ne sera pas fait en une fois. D'après le Malbim, il y a trois marachot, c'est-à-dire que la guerre de Gog ou Magog, elle se fait en trois. Il y a trois chapitres, deux dans Yechezkel et un dans Scharia, donc il y aura trois batailles, étapes ou trois batailles. Et donc, sous-entend le gars, sans qu'on puisse avoir en tout cas moi, une identification claire, mais ça fait partie de ce qu'on appelle la choska, c'est-à-dire que par la force, c'est la guerre de Gog ou Magog en prélude, ce qu'il dit, mais essentiellement deux. Il dit Neged kol oive Israël. C'est la première phrase ici, Neged kol oive Israël, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposent à nous, et sont inclus dedans tous ceux avec qui on a fait la guerre pour conquérir, c'est-à-dire, en l'occurrence, puisque c'est des Arabes, ça aurait été des Anglais, ou c'était des Anglais, alors c'était contre les Anglais, les Sarakol, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est contre les Arabes, c'est pas de leur faute, c'est pas parce qu'ils sont Arabes, c'est parce que ceux qui se battent, quoi? Ceux qui sont là, c'est les autochtones. J'ai mal compris, mais il a l'air de dire que le kibbutz Galouyot, c'est la guerre contre Amalek. Non. Ou dans quelle phrase? Non, Tachlit Abotem Gazé. Oui, mais c'est Tachlit Abotem Beki. Ah oui, pour Amalek, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Tsurmera et Asetov, c'est-à-dire ce qu'il y a éliminé, c'est pour ça en fait. C'est que les Arabes, ils ne sont pas éliminés, d'accord? Les Arabes, ils sont uniquement à trouver la solution pour que ce soit clair que c'est notre pays, que c'est notre terre, etc. Quoi? Non, la vérité, non, pas du tout. Parce que... Ah, je suis désolé, mais je suis sur mon registre. Non, mais la vérité, c'est pas ça. Mitzvah d'Aemet, non. Mitzvah d'Aemet, il n'y a pas de mitzvah comme à l'époque de Yoshua, de l'autre Haïkol Neshama, c'est-à-dire d'éliminer les populations cananéennes. Le Rambam explique pourquoi, les autres commentaires expliquent aussi pourquoi. Et même à l'époque de Yoshua, comme vous savez, c'est marqué dans le Rambam, c'est marqué dans Rashi, c'est marqué dans Chazal, que Moshe Rabbeinu et Yoshua ont envoyé 3 missives aux Canaanim, chez qui il y a marqué l'autre Haïkol Neshama. On avait une mitzvah de les éliminer, 3 missives, une, ou bien vous vous convertissez, ou bien vous dégagez, ou bien c'est la guerre totale. Mais ils avaient la possibilité de partir, c'était l'une des 10 peuplades, les 7 peuplades qu'ils appellent les Girgashi, Girshu et Tatzmam, et ils sont allés, Akadosh Baruch Hu leur a donné une terre aussi bonne que la terre d'Israël, c'est Tunis. Voilà. C'est pas étonnant que Arafat ait voulu aller s'installer là-bas, il voulait être Girgashi. Et donc, quel gâchis qui soit revenu. Et donc, c'est-à-dire, ça c'était, c'est Méanienne Mode. C'est-à-dire que quand il a décidé d'être Midgaresh, d'une certaine manière de laisser tomber, il n'avait pas laissé tomber, il est allé à Eretz Girgashim, c'est Afriki ce qu'on appelle. Et ça c'est une possibilité. La deuxième c'est de se convertir, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Nitinim, c'est l'histoire des Givonim,
qui ont pris sur eux Sheva Mitzvot de Noach, c'est pas convertir au judaïsme, c'est de devenir Noachide. Bon, il y a une marloquette rishonim. Et la troisième, c'est la guerre avec sans condition. Mais cette troisième possibilité n'existe pas au niveau de la halakha avec les populations qui ne sont pas cananéennes. Ils ne sont pas cananéens, ils sont arabes. Et donc, puisqu'ils sont arabes, on n'a pas le droit de parler d'une solution comme ça. C'est-à-dire, on a le droit de faire la guerre contre eux, mais on n'a pas le droit de parler. C'est pas zélo ADR. C'est-à-dire, donc on a trois solutions: faire la guerre, mais pas une guerre comme ça, leur proposer de partir, ou bien leur proposer de devenir des Bnei Noach. Et la vérité, c'est qu'il y en a qui sont en train de le devenir. C'est-à-dire qu'ils parlent mieux l'hébreu que les juifs de Chutz La'aretz, ils connaissent toutes les mitzvot, ils disent Atem rotem shani abik lechaim et hachmel. D'accord, mais tout c'est Shabbat ayom, Baruch Hashem tout le temps, etc. Il y a des grands panneaux sur le Chabad. Ouais. En arabe. D'accord, il y a fait une. Mais c'est Chachameo, c'est-à-dire que si déjà ils sont là, alors au moins qu'ils fassent tchouva et qu'ils deviennent des pitaron noirs. Quoi? Alors voilà, alors c'est ça que je disais. La première, une des trois guerres dont il parle de Choska, c'est la conquête. On l'a vu. Donc c'est évident que le Gaon de Vilna parlait d'une conquête avec ceux qui s'opposent ou qui sont là, c'est-à-dire c'est ce qu'on a connu. Il n'en parle pas tellement parce qu'à mon avis c'était une évidence, c'est-à-dire que quand tu parles de s'installer Bechowska. Maintenant, la deuxième qu'on a vue, c'est Gog ou Magog, on n'en parle pas parce que c'est quelque chose qui est encore pour l'instant qui n'est pas très clair, c'est encore Atidi, c'est dans le futur. Et la troisième, c'est le combat contre Amalek, c'est-à-dire que ça c'est un thème qui revient tout le temps dans le Gaon de Vilna, et je dois dire que c'est d'un côté très important et d'un côté très problématique. Pourquoi c'est très problématique? Parce que quand il insiste tout le temps sur la Touma de Amalek, du Erev Rav et de Armilus, ça permet à des gens de dire qu'en fait le Erev Rav et Armilus et tout, le Erev Rav c'est les juifs pas religieux qui sont en Israël, qui empêchent de faire les mitzvot, atuyot baret, etc. Donc il faut bien lire ce qui est marqué dans le Gaon de Vilna pour pas tomber dans des contresens des choses. Mais en fait, ce qui est sûr, et c'est un peu ce que... Voilà, c'est ça exactement. Peut-être dans le sens où Amalek voulait retourner en Israël. Oui, mais Amalek est contre le retour en Israël. D'accord, mais ça c'est un autre. Il y a l'Amalek de Chutz La'aretz, d'accord, c'est par exemple les nazis, et ça on verra. Et il y a, là c'est pas celui-là ici, parce qu'il dit que Amalek c'est celui qui s'occupe de maintenir le Ruach HaTouma en Eretz Israël. C'est-à-dire que l'esprit d'impureté, et c'est pour ça que suite à la remarque Tachlit Avotanu Bekibut Galuyot, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment réussir ce travail de faire résider la Kedusha et la Shrina en Eretz Israël, il faut éliminer la Touma, le roi Hatouma. Alors de manière générale, quoi? Ça peut être des juifs? Non, Amalek non. Erev Rav, ils peuvent être parmi nous. Non, non, ça peut pas être. Non. Une fois, il y avait à l'armée, il y avait un soldat, il s'appelait Ali. Et on voulait s'en débarrasser, on l'a envoyé sur un champ de mine. Donc il s'est passé à éliminer. Donc, c'est-à-dire, donc, le Amalek, c'est Bimfourash, c'est une identité extérieure. Alors, on a l'habitude de l'identifier selon certains signes, vous savez, par exemple, Hitler, Amman, etc. Aujourd'hui, peut-être Ahmadi, c'est-à-dire l'Iran, ou justement le mouvement palestinien en tant que mouvement idéologique, pas les Arabes. C'est en tant qu'Arabes, c'est un combat sur la terre. Par contre, les mouvements qui sont idéologiques, qui veulent nous éliminer, qui celui qui sont prêts à tuer n'importe qui, etc. Là, on peut reconnaître l'identité Amalek. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un Amalek qui est arabe, mais tout arabe n'est pas Amalek, et Amalek n'est pas forcément arabe. Voilà, exactement. Oui, mais Amalek... C'est pas parce qu'on est là. Voilà. Reconnaissante. Voilà, et elle dit qu'est-ce que vous espérez pour votre enfant, c'est qu'il devienne un shahid. Ça, c'est un mal. Ça dépasse quand même Ça, c'est Amalek. Ah oui, alors, c'est Amalek. Maintenant, de manière générale,
il y a aussi les chrétiens. C'est-à-dire que vous savez qu'ils s'installent autant qu'ils peuvent, que ce soit les églises, etc. Et ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu le retour en Eretz Israël, dès qu'il y a eu le premier mouvement du gras, ils se sont dépêchés. Et comme vous savez que la moitié de Jérusalem appartient au truc, comment il s'appelle, patriarcat orthodoxe. Mais parce qu'ils ont acheté ces terres. C'est pas, personne leur a donné. Ils sont venus et ils se sont dépêchés. Ils les ont achetés. C'était la course entre nous et eux. Et malheureusement, ils agissent. D'accord? Ça, c'est le côté religieux chrétien. Il y a aussi le côté occidental, etc. Toutes les universités arabes qui sont financées, tout ce qui est financé par le monde occidental, etc. C'est-à-dire qu'il y a une mainmise, une volonté chrétienne, et ça c'est aussi, c'est-à-dire ça c'est plus au niveau du Pshat, puisqu'Amalek c'est le petit-fils de Esav, donc il y a ce côté-là aussi. Alors, au fur et à mesure de la lecture, on pourra mettre certains points d'identification. Pour l'instant, on est plutôt dans les généralités, qu'on sait qu'il y a un combat, c'est-à-dire que c'est pas, parce qu'on n'aura pas fini le combat quand on aura déjà la terre, parce qu'il y a un combat de Choska, qui est celui pour pouvoir prendre possession de la terre, et il y a un combat spirituel de Choska aussi, qui est contre le roi Khatouma, qui est représenté de manière générale par Amalek. Mais c'est-à-dire, ça c'est l'idée qui est ici. Alors, les Gog et Magog, ça avait déjà commencé. Que ça a peut-être commencé. Non, on ne sait pas. Non, j'ai dit peut-être. Non, ça peut être commencé, parce que ça le chidouche, c'est que avant que Mashiach ben David arrive et que lui fera cette guerre de Gog et Magog, et le Mashiach ben Yosef peut-être sera appelé à faire les premiers pas de cette chose-là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu disais, Tania? C'est exactement, il dit que Sifrat, il parle de Sifrat HaMa'aracha. Voilà, il y a fait c'est l'ouverture du combat. Ouais. On revient sur le Kibbutz de Galilée. À la page 29, il est marqué en bas, Tachlit Avodateinu de Kibbutz Galilée, Milchama Oui, alors j'ai dit. Ça me fait penser, quand les Juifs voulaient venir en Israël et que les Anglais empêchaient. Oui. Ils les mettaient dans des Chypre, voilà, en Afrique, je ne sais pas où. Oui. C'est une guerre contre Amalek, parce qu'ils empêchent de faire le Kibbutz. Éventuellement, mais c'est aussi à discuter si les Anglais étaient Mamash Amalek ou non. Et disons que dans l'identification, je préfère avoir des choses qui sont plus précises que de manière générale. Parce que, ils n'avaient pas l'intention, les Anglais n'étaient pas gentils, mais il n'y avait pas de solution finale, il n'y avait pas de d'extermination, de nous prendre leur place, etc. Pas tellement. C'est pour ça que j'identifie plutôt les Anglais avec les Arabes aujourd'hui dans un combat politique national d'une nation contre une nation qui est légitime. C'est-à-dire, nous, on ne doit pas de se laisser faire. Eux, ils ont le droit de ne pas vouloir se laisser faire, on peut le reconnaître. Ils ont empêché les Juifs d'arriver ici. Le chiffre n'a même pas été atteint, et en empêchant l'Aliyah, quelque part, c'est participer à l'extermination. Oui, c'est pas directement, mais c'est indirectement. Oui, mais ça. C'est plus grave de le faire directement ou indirectement. Tout à fait d'accord. Mais ça c'est le Amalek de Chutz La'aretz. Et en fait, c'est un truc qu'on a peut-être étudié l'année dernière, mais qui est important. Il y a l'Amalek là-bas et l'Amalek ici. Et l'Amalek ici, sur lequel je reprends, c'est celui qui fait ce roi Khatouma qui ne veut pas être en Eretz Israël. C'est-à-dire que là-bas, qu'il y a du roi Khatouma à Berlin, ça ne nous dérange pas. C'est les églises à Jérusalem, quoi. Voilà, entre autres. Alors on va voir justement, aujourd'hui un exemple. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que dit Manitou, c'est que finalement Amalek, c'est celui qui veut empêcher en Israël de revenir ici. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais il y a celui qui est ici et il y a celui qui est là-bas. Il y a celui qui est au départ et il y a celui qui est à l'aéroport de Francfort. Il y a celui qui est à Ben Gurion, c'est-à-dire à l'aéroport ici, qui est là pour nous empêcher d'arriver. Les Hébreux en route vers Israël. C'est-à-dire, d'accord. Mais c'est ça le chidouche, c'est qu'il y en a un qui nous attend ici. Et on va voir la remarque en bas. Voilà, c'est ça la nouveauté. Il y en a un ici, Ouais, oui. Il y a des Juifs qui ont fait. Oui, mais ça il parle du Erev ou des choses comme ça, mais on ne peut pas les traiter d'Amalek, sinon ça ferait trop plaisir à faire ça. Et de nouveau, regardez, on va reprendre dans la page 30 la deuxième ligne, les Avir Ruach Hatuma Minaret, ou les Alot Knesset Israël ou Shrinta Teta Meafra. C'est-à-dire que là, on parle d'un problème important. Knesset Israël, c'est la Neshama Klalit qui s'appelle la Shrina. C'est-à-dire permettre à la Shrina de réapparaître. Donc vous voyez bien, c'est-à-dire se battre contre les Arabes, c'est permettre aux Juifs de s'installer. C'est-à-dire dans les guerres qui sont légitimes qu'on fait contre eux,
c'est une guerre pour permettre la choska, c'est-à-dire l'installation réelle. Et la guerre contre Amalek, c'est permettre à la Shrina de pouvoir revenir et de se sentir à la maison ici. C'est-à-dire que plus il y aura de Shrina, plus le roi Khatouma s'en va. Le Gaon de Vilna parle aussi dans ce sens, c'est-à-dire dans l'autre sens. C'est-à-dire, il n'y a pas de vide. Si tu mets plus de Shrina, plus de Juifs, plus de Gdusha, alors le roi Khatouma, il a peur de ça, il s'en va. Et plus on enlèvera le roi Khatouma, et plus on permet à la Shrina qui souffre, comme dans les Chadodi, c'est-à-dire, comment on dit, je ne me souviens plus, mais c'est-à-dire, on dit à la Shrina, chez Itakoumi Afar Koumi. En fait, tout le Chadodi, il parle à moitié du retour des Juifs, et l'autre moitié, il parle du retour de la Shrina, pour ceux qui savent lire entre les lignes. C'est-à-dire, alors ça, c'est jusqu'à la phrase qu'on a lue, on est là. On va prendre la remarque 55. Vous voyez, il nous reste quelques minutes. La remarque 55, c'est page 29. C'est-à-dire, les remarques n'ont pas été écrites par l'élève du Gaon de Vilna. Jusqu'à la remarque 54, c'était celui qui est le premier éditeur, qui s'appelait Rav Shlomo Zalman Rivlin, le descendant Rav Rivlin, c'est marqué juste dans la ligne d'au-dessus, Adkan et Arot, Me'amotzi Laor Arishon, Rav Shlomo Zalman Rivlin, Zecher Sadik Livracha. Et maintenant, à partir de la remarque 55, c'est celui qui l'a sorti, donc Rav Yosef Rivlin, et peut-être aussi une partie, c'est lui qui l'a marqué, peut-être Rav Menachem Kacher. Donc 55, Michiat Amalek Besharei Yerushalayim, donc la mitzvah d'éliminer Amalek, l'imchot Amalek, il dit la vraie mitzvah, c'est Besharei Yerushalayim. C'est-à-dire, alors l'année dernière, je vous ai fait un cours où je vous ai montré un peu qu'il y a différents psukim, c'est-à-dire qu'il y a ceux de Beshalach et ceux de Parashat Kitavo, non, Kitetse, non, oui, Kitetse à la fin, et il y a un des deux psukim, maintenant je ne me souviens plus, qui parle d'Amalek en Eretz Israël. Alors il dit, c'est pas ça en Eretz Israël, écoutez bien le scoop, c'est que où est le fief central d'Amalek en Israël? Aux portes de Jérusalem, Besharei Yerushalayim. Mais Chiyazot Tricha Liot Betoch Eretz Israël. Vous voyez, j'ai soulevé, c'est-à-dire que faire la bracha à la Mechia sur Amalek, c'est Betoch Eretz Israël, c'est à l'intérieur d'Eretz Israël. Chez Kolzman, chez Kochot Atuma Sholtim Besharei Yerushalayim, tant que les forces de la Touma sont eux qui sont cholés, c'est-à-dire qui ont la prise sur les portes de Jérusalem, En Raglé Komad Broch, les pieds du cyprès, mais c'est pas cyprès, c'est-à-dire le Fichen, c'est-à-dire les deux Mashichim. Il dit cyprès parce qu'à son époque ils étaient si loin, maintenant ils sont cyprès. Yocholot la'amod bahem. Alors les pieds de Komad Broch, c'est-à-dire les deux pieds, c'est les deux pieds des deux messieurs, on avait déjà vu cette explication, ne peuvent se mettre au port de Jérusalem, ne peuvent être stabilisés là-bas tant que le roi Khatouma. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de nouveau, c'est pour ça que j'ai refusé les explications par rapport à la Shoah, etc. On parle ici de la possibilité de donner de plein pied la possibilité aux Meshichim de pouvoir s'installer comme il faut. C'est-à-dire qu'ils viennent, mais ils n'y arrivent pas. Par exemple, au port de Jérusalem, à cause de ces Salam Alek. Tant qu'on ne l'élimine pas, alors la Shrina, il y a un empêchement de revenir, et la Géoula retarde, elle tarde. Donc là, il y a comme une identification, le prince tutélaire d'Esav, Amalek, donc ça va ensemble avec Ésaü, chez Esav Utzva et son armée, c'est de construire des maisons et des yeshivot à l'endroit où eux, ils mettent la Touma. Uva Besefer Chazon Tzion, donc je l'ai amené ici, non, je ne l'ai pas amené, c'est le troisième livre, c'est dans un livre, la Briout, Hamoud 36. Alors regardez ce qu'il y a marqué là-bas. Besivat Yerushalayim, dans Chazon Tzion, qui est un autre livre des élèves du Gaon. Besivat Yerushalayim, aux alentours de Jérusalem, Yesh Makom, il y a un endroit, Mesuyam, Shebo Kaya Merkaz Milchamti, Shel Koach Hakdusha Neged Koach Hatuma, où il y a le point névralgique de la guerre entre les forces de la Kdusha. Alors vous voyez, c'est intéressant. C'est pas en Israël, c'est pas à Jérusalem, il y a un point central où il y a le combat entre les deux que eux connaissaient. Et alors on va voir où c'est. Al-Chomota et Yerushalayim, Ifkat et Tishomrim, Kolayom, Kolalea, tout le monde connaît ce pasuk. C'est-à-dire sur tes murailles de Yerushalayim, j'ai mis des Shomrim tout le jour et toute la nuit. Alors comment est-ce qu'il explique ça? Kolalaila Inugam Bizman Galout, c'est-à-dire toute la nuit, c'est même dans le temps de Galout, bien entendu, Kolayom, c'est le temps de Géoula, Ifkati Shomrim, qui c'est les Shomrim, et Louchne Meshichim. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais pendant 2000 ans, il n'y avait pas de soldats juifs sur les murailles de Jérusalem. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a
C'est-à-dire, mais il n'y avait pas à l'époque, alors qui c'était ces Shomrim? C'était les deux Meshichim. C'est-à-dire que, de nouveau, il faut être souple, il y a une partie qui est en exil, une partie ici, etc. Mais en tout cas, il y a une dimension des deux Meshichim qui sont là, comme Shomrim, Kol Hayom ou Kol Halayla, sur les Chomot pour empêcher une mainmise absolue, totale de Amalek. Al-Pi Rabbeinu Agra, dans le livre Yael Or Parshat Shlach, Mekomo Shel Mashiach Ben David ou Bifnim Achoma, écoutez bien, la place, puisqu'il y a deux pieds, nachon, alors il dit, il y a un pied à l'intérieur de la Choma et un pied à l'extérieur de la Choma. D'accord? Alors celui qui se prend son pied à l'intérieur, c'est Mashiach Ben David, et celui qui se barre, parce que barre c'est à l'extérieur en araméen, c'est le Mashiach Ben Yosef. Nachon? Vous me comment chez le Mashiach Ben Yosef ou michut la Chomat Yerushalayim. Nachon? Belashon zo, vechen Mashiach Ben David bara de la yé bego Yerushalayim, de Léa. C'est-à-dire là, il amène le Zohar HaKadosh, parce que on croit que c'est le Gaon de Vilna qui dit ça, mais on arrive aux notions de Kabbalah, c'est que le Mashiach Ben David, qui est le fils de Léa, il est du monde de l'intérieur. Vous vous souvenez qu'on avait déjà vu ça. Léa, c'est Alma Deit Kassia, et Rachel, c'est Alma Deit Galia. C'est-à-dire ça, c'est le contraire de ce que tu avais dit là l'autre jour à propos d'un autre cours. C'est-à-dire que Léa, c'est l'intérieur, Pnimiout, et les Rachel, Yefator Vifat Mare, c'est l'extérieur. Donc, regardez, si Léa c'est l'intérieur, donc Mashiach Ben David, il est à l'intérieur de la Choma, à Jérusalem. Et si Yosef, c'est le fils de Léa, c'est le monde de l'extérieur, alors il est à l'extérieur de la Choma. Veillez, Bego Yerushalem, Mashiach Ben Yosef, Bara de Rachel, le bar Yerushalem. C'est-à-dire, Bego, c'est à l'intérieur, le bar, c'est, comme on a dit, celui qui se barre. Alors donc, il est à l'extérieur. Et qui va au bar, d'ailleurs, vous allez voir pourquoi. Parce qu'à l'intérieur de la Choma, il y a des chivotes, à l'extérieur, il y a les bars. Alors donc, à Shoafim, Atudim, Litached, Beketza Geoula. Et l'inspiration, c'est de se réunifier l'un et l'autre au moment de la Geoula. Mashiach Ben Yosef, Asher Al-Yado, Kibbutz Galiot, Binyan Yerushalem. Le Mashiach fils de Yosef, qui s'occupe du Kibbutz Galiot et de la construction de Jérusalem, Omed Aliyat Sha'ara'ir. Il se trouve, Omed à la Char, c'est un beau champ, sur la porte de la ville, parce que la muraille, c'est pas le seul endroit où ils peuvent se retrouver, c'est au char. Donc il faut savoir que Mashiach Ben Yosef, il est assis en dehors de la muraille, mais à la porte de la ville, et que Ben David, il est assis à côté de la porte, mais à l'intérieur, Anikra Bechazal, Pitra de Karta, qui s'appelle la porte de la ville, Gemara Sanhedrin, Daf Sadikret, vous regarderez là-bas, chez Al-Kaba Benaim, qui est sur la ligne médiane, chez Ben Shetach HaChomot, qui est entre le territoire des Chomot, le Ben Shetach HaShe'arim HaMa'aravi, et le Shetach, le terrain, des portes Ma'aravim à l'ouest. Alors, pourquoi est-ce qu'il était à l'ouest? Pourquoi? Ça, vous lui demanderez. Mais en tout cas, ça peut être